Bonjour à tous. C'est très bizarre de refaire des vidéos quand ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait parce qu'on se sent un petit peu comme un débutant, comme une... je ne dirais pas le mot. D'autant que je pensais vraiment pas pouvoir refaire de vidéos en ce moment vu que c'est le bordel à la maison et dans notre vie. Le petit fait toujours pas ses nuits vu qu'il est réveillé par ses douleurs dues à son reflux. On est en plein nettoyage de printemps. Moi je recommence à bosser alors que c'était pas vraiment prévu comme ça pour le moment. Comme je le disais, on est vraiment en plein nettoyage de printemps. On lave, on jette, on trie, on vend. Tiens, ça pourrait peut-être faire une bonne petite chanson bretonne. On lave, on jette, on trie, on vend. On lave, on jette, on trie, on vend. Et la dernière chose qui fait que je suis débordée en ce moment, mais qui est complètement en adéquation avec cette vidéo, c'est qu'en fait je suis actuellement accompagnée dans un travail intérieur, dirons-nous, par une dame qui est magnétiseuse et un monsieur qui est psychiatre spécialiste des troubles cognitifs. C'est mon rayon et chacun me demande un travail quand même plutôt conséquent, surtout par rapport aux obligations que j'ai en ce moment. Donc c'est vrai que je pensais pas du tout prendre le temps de filmer et de vous partager ce que je m'apprête à vous partager. Mais enfin bref, toute cette petite intro et ce suspense est terminé. Venons-en au fait, au sujet de la vidéo. Il y a des abeilles. Pour la première fois sur la chaîne, je souhaite vous parler en détail de mon handicap dit invisible. Mais je pense qu'avant, c'est important de définir ce qu'est un handicap invisible, même si ça peut comme ça sembler couler de source. Donc il s'agit d'un handicap qui n'est pas flagrant physiquement. Quand vous voyez quelqu'un, je vais donner un exemple tout bête, je sais pas, par exemple ça peut être quelqu'un avec une jambe en moins, ou quelqu'un dont on voit clairement qu'il a des lunettes noires et une canne d'aveugle, ou que cette personne est en fauteuil roulant. Ça, c'est un handicap. Il y a une abeille qui me tourne autour, je sens que je vais craquer mon slip. Je veux honorer le printemps en faisant une vidéo dehors, et il y a une abeille qui me tourne autour. Please, un petit peu de pitié. Donc ça, c'est le handicap qui se voit, que la plupart des gens ne peuvent pas nier. Voilà, il y a un truc qui fonctionne pas. Point. Pour moi, dans le terme de handicap invisible, il y a un petit peu deux stades. Je vais vous expliquer. C'est des stades, c'est à mes yeux, hein, c'est moi qui les imagine, ces stades. On va dire que c'est des stades de niaison, si on peut appeler ça comme ça, du handicap. C'est-à-dire que c'est des formes de handicap qui sont plus facilement niées par les inconnus. Pour moi, le premier stade, ça va par exemple être des handicaps qui ne vont pas se voir au premier abord, mais qui sont avérés, qui sont pleinement reconnus par le corps médical, par exemple. Je pense notamment à la surdité. On peut rencontrer une personne qui est malentendante et au premier abord ne pas savoir qu'elle est malentendante parce que ça ne se voit pas. Par contre, cette personne est reconnue handicapée parce que c'est quelque chose d'évident que le corps médical connaît bien et que voilà, c'est pas compliqué. Ça peut être aussi, par exemple, une maladie grave, handicapante, comme le cancer par exemple, qui est de nouveau reconnu par le corps médical. Vous avez un cancer qui est très difficile à vivre, qui est grave, etc. C'est très rare que quelqu'un n'estime pas votre difficulté et ne vous prenne pas en charge dans vos gestes du quotidien, etc. C'est très rare qu'on dise « Oh ben, celui-là, il est en chimio, il est au stade 4 de sa maladie, viens, on va l'emmener boire un coup, danser toute la nuit. » Généralement, voilà, ça se fait pas trop. Il y a ce que j'appellerais le deuxième stade du handicap invisible, donc
le stade extrême de niaison du problème. C'est dans cette case-là que je suis, depuis que je suis toute petite. En fait, elle a pas l'air méchante, hein, mais elle... Le souci dans ces handicaps que j'appelle de stade 2, il y a deux soucis. C'est que déjà, c'est souvent des handicaps qui sont un petit peu flous ou pas reconnus par tous les médecins. C'est pas c'est pas toujours très connu dans le corps médical. Par exemple, vous pouvez parler de votre handicap à un généraliste, il va pas forcément savoir comment faire pour vous aider, il va pas forcément savoir si c'est un handicap légitime, si des handicaps qui sont difficiles à reconnaître officiellement. Pour en citer quelques-uns, je pense notamment à la fibromyalgie, à la maladie de Lyme, ça peut être aussi l'hyperacousie, la fatigue chronique, mais aussi des douleurs chroniques qui sont vraiment handicapantes, les allergies aux ondes électromagnétiques par exemple, ou ça peut être aussi la dépersonnalisation, ou dans mon cas par exemple la déréalisation et la dissociation. Voilà, s'il faut mettre un mot sur mon handicap, s'il faut donner une belle petite étiquette, elle est posée. Déréalisation et dissociation. Je pense aussi que c'est très important de définir, avant de parler de tout ça, de ce qu'est un handicap, parce que je sais que dès que on parle limite handicap, ça fait peur à beaucoup de gens, ils se disent « Oh, mais on n'est pas limité, tatati tatata ». Attendez la suite de cette vidéo. Et cette définition, j'ai fait un peu ma propre définition, et comme j'ai eu peur de ne pas retenir ma formule, je l'ai notée, je vais être honnête avec vous. Donc handicap, une limitation qui entrave à plus ou moins grande échelle votre capacité à vivre une vie saine, à travailler et à prendre soin de vous au sens le plus primaire du terme. Or, selon moi, il est important de rappeler qu'il y a des degrés dans le handicap, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un handicap qui va vous freiner plus ou moins légèrement, vous limiter dans votre vie sans pour autant vous empêcher ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de travailler, d'aller au bout d'une journée en prenant soin de vous, de vos proches, en gros de vivre une vie a priori normale. Si vous avez de la difficulté à cause d'un souci particulier à vivre une vie normale, à assumer une vie normale et à être totalement autonome, c'est certainement qu'il y a une circonstance ou des circonstances handicapantes. Donc je vous ai confié souffrir de déréalisation et de dissociation et je vais à présent vous expliquer en pratique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça me fait, d'où ça vient, etc. Alors je vais commencer par la déréalisation. Généralement, c'est-à-dire dans la plupart des cas, ça va être provoqué par ce qu'on appelle un choc post-traumatique ou des agressions répétées. C'est-à-dire que le choc post-traumatique va souvent entraîner un phénomène de déréalisation. Ce qui concerne mon choc post-traumatique, étant donné qu'il implique d'autres personnes qui me sont chères, par respect, j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans le détail, mais de toute façon, ça n'a qu'une très moindre importance par rapport à ce que je vais vous expliquer. La déréalisation, pour moi, c'est, on va dire, le symptôme qui a été le plus flagrant, le plus limitant et le plus handicapant dans ma vie, et surtout celui dont j'ai souffert le plus longtemps et souffre encore à l'heure actuelle. En gros, pour donner une dimension un petit peu féerique au handicap, on peut dire que mon cerveau, c'est un peu Wonderland, c'est le pays des merveilles, le pays d'Alice, où il n'y a pas grand chose qui est logique, il n'y a pas grand chose qui reste en place, les formes se déforment, grandissent, se rapetissent. Bon, ça doit vous faire un petit peu peur ce que je vous raconte, mais je vais vous expliquer en détail. En gros, à mes yeux, à l'origine de mon fonctionnement, il n'y a pas grand chose qui est logique dans l'espace. C'est-à-dire que cette dimension dans laquelle on est, physique, d'une certaine manière, pour moi, n'existe pas. Je devrais plutôt dire ce qui comble l'espace. Parce que quand je regarde autour de moi, encore une fois dans mon fonctionnement
originel, hein, parce que j'ai appris à en jouer, à compenser avec le temps, avec tout un tas de petites astuces perso que j'ai mis en place par survie. Mais voilà, là je vous parle vraiment du fonctionnement originel. C'est un peu comme si j'évoluais dans le vide, dans un endroit où, enfin je sais pas, qui a ni queue ni tête, où je vois physiquement les choses. J'ai une très très bonne vue, ça il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne perçois pas les choses qui sont autour de moi. Et c'est un petit peu complexe à comprendre généralement quand on entend ça comme ça au premier abord. Parce qu'on se dit comment on peut voir mais ne pas percevoir. Ça en revient à ne pas voir en fait. En gros, c'est un fonctionnement à l'aveugle. Si je me concentre sur quelque chose, c'est-à-dire que si je fais un focus sur quelque chose de physique, quoi que ce soit qui est autour de moi, je vais pouvoir le voir et le voir très bien. Sauf que ce n'est pas naturel de devoir se concentrer sur les éléments qui sont dans l'espace pour pouvoir les considérer et les voir. C'est là où ça devient très handicapant en fait. Pour vous donner un exemple peut-être un petit peu plus concret et vous permettre presque de faire cette expérience par empathie, imaginez que vous êtes, je sais pas, à un bal, à une grande soirée où il y a plein de gens, il y a de la musique, il y a des lumières, on vous sert à manger, vous avez plein d'amis autour de vous. Et puis d'un coup, on vous annonce une nouvelle tellement traumatisante, tellement obsédante en fait, que vous allez partir en fait dans vos rêveries ou dans votre cerveau là à l'intérieur, et vous allez passer totalement à côté de ce qui se passe. Et peut-être qu'à la fin de la soirée, vous vous rappellerez plus de quoi vous avez, enfin, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce qu'il y avait sur la table, qui était là, combien il y avait de personnes, combien de temps cette soirée a duré. Le temps à ce moment-là n'existe plus. Comme quand on passe un bon moment avec quelqu'un, on n'a pas cette notion du temps. Peut-être que vous vous rappellerez plus de quelle musique on a passé, parce qu'en fait vous étiez focalisé sur cette obsession, sur cette chose qu'on vous a dit et qui vous a traumatisé. Eh bien, personnellement, je suis toujours branchée sur ce truc-là, où pour vraiment, enfin, si je suis dans un environnement où je n'ai pas d'obligation particulière, je suis dans cet état-là, et pour me réveiller, il faut venir et me faire ouh. Je vais vous donner un autre exemple concret. Imaginez que vous êtes à l'école, que vous ouvrez un livre qui vous intéresse absolument pas, qu'en plus vous pensez à votre amoureux, à votre amoureuse, que sais-je, et que vous êtes crevé, vous n'avez pas dormi de la nuit, même s'il n'y a pas forcément besoin de toutes ces conditions pour arriver à ce que je vais vous dire. Et on vous demande de lire la première phrase dans votre tête de votre manuel. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous concentrer dessus. C'est-à-dire que vous la lisez, vos yeux la voient, vous voyez les mots, vous êtes conscient que vous voyez les mots, mais vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas où veut en venir la phrase. À tel point que vous êtes peut-être obligé de la relire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'au moment où vous vous concentrez fortement sur cette phrase que vous arrivez à la comprendre. Mais à ce moment-là, en fait, ça vous demande un réel effort. Et à présent, imaginez que toute votre vie, tout dans votre vie, quand on vous parle, quand vous voulez lire, quand vous voulez vous diriger quelque part, que ce soit dans votre maison ou à l'extérieur, pour réussir à ne pas vous accidenter, en fait, parce que c'est ça qui se passe pour moi, vous devez rester concentré. Imaginez un film d'horreur à présent, où vous savez qu'il y a un tueur dans la maison, hein, il est 3 h du matin, l'électricité est coupée, vous avez 2-3 petits points de lumière à cause de la lune qui arrive à se faufiler un petit filet dans la maison, et vous essayez de ne pas vous faire pincer. Donc, enfin, de vous faire découper à la tronçonneuse, ou que... Peut-être que j'arrête de regarder des films d'horreur.
Imaginez maintenant votre niveau de stress si vous viviez dans cet état d'alerte constant pour réussir à ne pas vous accidenter, à tenir le coup, à accomplir des tâches quotidiennes et surtout à passer pour quelqu'un de normal. Je vous vois venir. Le but du jeu pour moi n'est pas de passer pour quelqu'un de normal. Je m'en fiche. Mais je suis fatiguée d'expliquer aux gens. Ça fait longtemps que je suis fatiguée d'expliquer à mon entourage, sauf à mes proches. Mais enfin, si c'est des amis ou de la famille proche, bien sûr, au contraire, ça ne me gêne absolument pas. Mais quand je suis dehors, ça me prend trop d'énergie d'expliquer aux gens. C'est trop fatigant, c'est chiant en fait. J'en ai eu marre à un moment donné. Donc, quand je suis en dehors de chez moi, j'essaye d'être la plus propre sur moi possible pour ne pas attirer l'attention sur moi. Simplement pour cette raison que j'ai pas envie d'avoir des regards de travers et de devoir m'expliquer ou me justifier sur ce souci-là. C'est comme si j'avais les yeux à l'intérieur de moi, comme si ce visage et ces yeux que tout le monde voit étaient comme un masque et mes yeux sont derrière. Et toute ma vie, j'ai été observatrice sans jamais être actrice. C'est-à-dire que il faut vraiment que je mentalise, que j'intellectualise le fait que mon corps soit là, soit vrai, soit que je suis dedans, quoi, que tout ce qu'il y a autour de moi, que ça existe, pour m'en persuader. Parce que si je reste totalement naturelle, je suis totalement éthérée, je suis totalement désancrée en fait. Et je pense que c'est même un sentiment que doivent avoir beaucoup de gens dans des situations un peu singulières, c'est d'avoir l'impression, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde que quelqu'un ou qu'un groupe ou qu'une société, tiens, d'avoir l'impression qu'il y a comme une vitre qui nous sépare du reste du monde, que nous on est derrière, qu'on observe ce qui se passe, mais qu'on n'est pas vraiment là, on n'est pas vraiment, on n'est pas réellement, physiquement témoin de ce qui se passe et on est juste en train de voir les événements se dérouler devant nos yeux. Ou alors il n'y a que moi. Mais dites-moi, je pense que ça doit arriver à plus d'une personne. Dans mon cas, c'est très particulier parce que c'est un mécanisme de défense, donc comme je le disais, qui se met en place après un choc post-traumatique, généralement, souvent, disons. Et moi, c'est arrivé tellement jeune qu'en fait, c'est comme si j'étais née comme ça. C'est-à-dire que tous mes apprentissages, je les ai faits avec cette lacune-là. Ça a été quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite parce que quand on est dans sa bulle et qu'on s'en fiche un peu des autres et qu'on ne regarde pas trop comment vivent les autres et qu'on est un petit peu... on vit un peu à l'intérieur de soi, comme ça a été mon cas, et bien on se rend compte qu'il y a un souci ou une lacune que quand ça devient limitant et qu'on se rend vraiment compte que les autres ne fonctionnent pas de cette façon-là et qu'on va commencer à vous demander de fonctionner comme tout le monde pour faire des choses simples de la vie de tous les jours. Et où que je sois, ou où que j'ai pu être, ça a été la même. Que je sois chez moi, dans ma maison, que je connaissais, à l'école, dans un pays étranger, accompagnée par 3 adultes ou seule dans une ville étrangère, pour moi c'était la même. C'est le même trouble, la même vision de l'espace et de ce qui comble l'espace. Et pour réussir à survivre dehors, enfin dans le monde extérieur, en fait il faut que je me souvienne, il faut que j'intellectualise le fait qu'il y a des limites partout, qu'il y a des murs, qu'il y a des voitures, qu'il y a peut-être des marches, que le sol n'est pas toujours droit, qu'il y a des rues, des virages, des choses comme ça. C'est des notions qui ne sont absolument pas naturelles pour moi parce que j'ai la sensation, où que je sois, d'être
perdue dans l'espace. C'est littéralement comme si je marchais en ayant les yeux fermés et en faisant confiance à mon intuition. C'est hyper bizarre, je l'entends, mais c'est pourtant, voilà, c'est pourtant comme ça que j'évolue dès que je mets le nez dehors. Et pour donner un comparatif, parce que c'est vraiment mon ressenti, j'ai l'impression quand je vais d'un point A à un point B, donc d'avancer les yeux fermés, de devoir poser le pied sur un fil, comme un funambule, qui est en altitude, et donc de ne pas savoir où ça commence, où ça finit, et voilà, de devoir rester en équilibre sur ce truc-là en se disant j'espère que je vais arriver à bon port, j'espère que je vais y arriver, j'espère que je vais pas me faire choper. Ah. Choper. Fauché. Paf le chien. Ou zip le pingouin. C'est la même logique. Est-ce que je vais pas me prendre un lampadaire, un mur, quelque chose? C'est pas du tout stressant. Ce sont nos amis, il faut les aimer aussi. Plus le temps passe, plus je prends de l'âge, moins j'ai envie aussi de me limiter quelque part. Donc plus j'ose de choses, plus je prends de risques. Mais tout reste d'une certaine manière toujours aussi incertain. La seule chose qui peut m'aider autant que me desservir, c'est un peu con, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. En fait, c'est ma confiance en moi. Elle m'aide autant qu'elle me dessert parce qu'elle m'aide à faire des démarches, c'est-à-dire elle m'aide à ne pas rester terrée dans mon trou, à ne pas faire d'expérience, à ne rencontrer personne, etc. Mais par contre, je veux dire, encore une fois, imaginez-vous, en toute confiance, vous bandez les yeux et partir sur un fil, faire le funambule en altitude. C'est super compliqué. Et le travail qu'on me fait faire actuellement, il est là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut essayer de me faire corriger cette lacune, cette façon de fonctionner. Mais ça me pose tout de même un problème. Je ne sais pas du tout si c'est fondé. On va dire que c'est juste un ressenti. Je ne sais pas si c'est ressenti, c'est une peur ou si c'est la vérité. Sachant que mon intuition me trompe rarement. En fait, ma peur principale en essayant de me débarrasser de ce handicap, c'est que comme j'ai appris à fonctionner avec et que je fonctionne avec depuis que je suis toute petite, j'ai très peur, avec en plus le peu d'énergie que j'ai à l'heure actuelle, de devoir en fait réapprendre toutes les bases de la vie. Ça me fait très peur. Je pense que ça fait la même chose ça pourrait faire la même chose à un aveugle à qui on proposerait de voir pour la première fois ou de recommencer à voir, ou de commencer à voir. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment cette même peur de se dire, j'ai appris à évoluer d'une certaine manière à travers un certain prisme. J'ai fait un long chemin pour en arriver là en vie et heureuse et fière de moi et fière de ce que je suis. Et quelque part, j'ai pas forcément envie de renoncer à mon fonctionnement. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de très humain. Tout simplement cette envie, cet instinct de l'ego de vouloir nous laisser dans notre confort. Mais je me dis aussi que certaines qualités que peut-être j'ai développées, que j'aime, que j'affectionne, sont peut-être là aussi parce que je ne fonctionne pas comme la plupart des gens. Donc, j'ai décidé néanmoins de faire ce travail, donc je prends ce risque. Mais voilà, c'était simplement pour vous faire cette petite parenthèse et vous parler de ma peur liée à ce travail-là. Et quant à la dissociation, là on arrive dans ce que j'appellerais the Doris syndrome. Si vous... Dory. C'est également un mécanisme de défense qui n'est autre que l'art d'apprendre à se couper en deux pour survivre
à une situation insupportable. Ceci est un neurone de mon cerveau. Voilà. Il arrive, hop, et il se cache. Il est là, et il est plus là. Il est là, il est plus là. Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Je ne me fiche pas de vous, je fais la même chose à mon fils tous les jours. Un petit peu d'indulgence. Encore un exemple à peu près concret. Imaginez que votre cerveau fonctionne en recevant des infos par la Wi-Fi et que vous avez une connexion. Vous avez une connexion qui est... C'est pas ça. Hein? Le Wi-Fi coupe toutes les 10 secondes. On commence une phrase. Je sais plus où je voulais en venir. On arrive dans une pièce. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah, j'avais une idée. Elle est partie. La journée. Ce que j'appelle l'esprit poisson. On peut aussi prendre cette image où je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous l'intégrer dans la vidéo. C'est cette espèce de schéma où vous avez plein de carrés et entre chaque petite intersection vous avez une illusion d'optique qui est que vous voyez des petits points d'ombre, mais vous voyez les petits points d'ombre en fait quand vous ne fixez pas ces points d'ombre, et dès que vous les regardez, pouf, ils disparaissent. Et bien moi, dès que je pense à ce que je pense, ma pensée disparaît. C'est vachement pratique. Je vais à présent vous donner une autre image pour vous décrire un peu la complexité du machin. Je vous demande d'imaginer, c'est comme si mon cerveau, c'était un gigantesque entrepôt où il y a des tonnes de données, des tonnes de dossiers, et que tous les dossiers sont fermés à clé. Je ne me rappelle plus où ils sont rangés, rappelez-vous-le. Ça saute, ça saute. Et en plus, j'ai pas toujours les clés, je me souviens pas toujours où j'ai mis les clés, ou des fois j'ai l'impression qu'une clé c'est pour un dossier alors qu'en fait c'est pour un autre. C'est des coups à devenir fou. Et c'est aussi pour ça que je dis que mon esprit c'est comme si c'était Wonderland, parce qu'en fait j'ai l'impression, c'est une illusion en fait, que les choses changent de place, changent de forme. Par exemple ces dossiers, j'ai la sensation qu'ils sont à droite un jour et en fait le lendemain ils sont à gauche. Ça peut me faire ça notamment avec des objets dans la maison. Je suis persuadée d'avoir mis un objet à un endroit. C'est comme ça toute la journée, hein, c'est pas de temps en temps. Vous voyez, c'est un mode de vie. Persuadée d'avoir mis un objet à un endroit et en réalité je vais le retrouver ailleurs. Donc pour revenir à cette image, les dossiers sont fermés à clé, ils changent de place toutes les 10 secondes. Je perds les clés, enfin, c'est Fort Boyard le truc, quoi. Un dernier point concernant le mariage des deux, c'est-à-dire la déréalisation et la dissociation, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre parce que je suis obligée de vivre sans acquis d'une certaine manière. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Tous les jours, je dois réapprendre des gestes simples. Tout simplement parce que j'ai une vision de la forme qui est déformée d'une certaine manière, on va dire. Donc j'ai pas de structure dans mon cerveau. Quand on va me dire mets ton crayon à tel point d'une feuille, pour moi ça n'a ni queue ni tête. Je comprends pas de quoi, de où, de quel stylo, de quel endroit, c'est super flou pour moi. Et comme j'oublie à court terme, ce qui va se passer, c'est que tous les gestes du quotidien, à savoir comment faire, je sais pas, une tâche ménagère, faire la cuisine, n'importe quel art, et pourtant je suis dans les arts depuis que je suis jeune, mais j'ai pas l'impression, ça reste encore une impression parce que
je prends de l'expérience quand je fais des choses, quand je sais pas, quand je vais jouer de la guitare, chanter, peindre, j'acquiers de l'expérience au fur et à mesure des années, mais je ne peux pas me servir mentalement des choses que j'apprends. C'est-à-dire que je ne peux pas fonctionner avec une technique particulière ou une structure. Je suis obligée de faire confiance à mon shining, à mon feeling. Je ne sais pas quand je commence une tâche si je vais réussir à aller au bout. J'ai souvent même pas forcément conscience que je commence une tâche en particulier. Et je peux parfaitement, parce que j'ai été inspirée, que j'ai touché quelque chose qui m'a fait penser à, qui m'a rappelé que, qui ci, qui ça, je sais pas, arriver à faire un super beau truc, une belle recette de cuisine un jour, et le lendemain, je ne trouve plus le dossier qui va me dire pour faire cuire des pâtes, il faut que tu fasses bouillir de l'eau, et c'est le blanc complet. Donc en fait, je suis obligée de me cravacher pour faire quoi que ce soit. Et ça va aussi jusqu'aux informations que transmettent les informations à mon corps, c'est-à-dire que pour faire une action par ma volonté, je vais donner un exemple, je sais pas, je dois me lever pour aller chercher telle chose. Des fois je trouve pas la clé, même souvent je trouve pas la clé. C'est surtout, il va y avoir encore une fois différents degrés, même à la déréalisation et à la dissociation, selon mon état de fatigue, selon mon état hormonal aussi. Il y a pas mal de choses qui peuvent jouer et empirer ou alléger la situation, mais je vais pas forcément trouver la clé. Donc s'il y a une situation d'urgence, je ne peux pas toujours réagir. Je peux donner un exemple concret, c'est-à-dire moi j'appelle ça mon corps qui bloque. Quand mon corps il bloque et que je trouve plus la clé pour dire à ma main de s'ouvrir ou à mon pied d'avancer ou à mes yeux de tourner dans l'autre sens, là c'est des situations qui sont dangereuses, qui sont très problématiques, et c'est ce qui va par exemple particulièrement faire peur aux gens qui me sont proches et qui sont au courant, du style ma mère, du style mon mari. Je peux vous donner 2-3 exemples de choses qui me sont arrivées, qui sont pas non plus hyper graves, mais qui auraient pu l'être, ou qui répétées sont des choses qui sont très agressives et stressantes et juste pas saines du tout, quoi. Par exemple, un jour je me retrouve, ça fait pas si longtemps que ça, je vais me retrouver dans une grande surface, et d'un coup c'est comme si j'avais plus conscience de comment j'étais arrivée là. Mon corps s'est mis à bloquer au niveau d'un caddie, donc je ne pouvais plus avancer, j'étais comme ça, mon regard pouvait plus bouger non plus, il était fixé à un endroit, et j'étais à l'intérieur de ma tête dans un labyrinthe en train d'essayer de chercher la sortie pour réanimer mon corps. Niveau de stress, ça m'est heureusement jamais arrivé encore, donc ça fait 9 mois que Léo est dans notre famille. Ça m'est encore jamais arrivé, heureusement, depuis que Léo est là, mais c'est des choses qui pourraient faire peur si ça m'arrivait avec mon bébé, par exemple. L'avantage que j'ai, je vais finir mon anecdote juste après. L'avantage que j'ai, c'est que je connais beaucoup mieux mes limites. Quand je dis là je le sens pas, là je sens que c'est pas une bonne idée que je sorte, ou que je fasse ci, ou que je fasse telle tâche. Je pense savoir quand je peux faire les choses, même si ça reste toujours avec un degré d'incertitude, et quand je ne peux pas les faire. Je m'excuse pour le changement de décor un petit peu brutal et peut-être le souci de lumière, mais mon téléphone commençait à manquer de batterie, et du coup j'ai préféré finir la vidéo à l'intérieur. Donc j'étais en train de vous donner quelques exemples de ce qui a pu m'arriver, notamment cette anecdote donc au magasin. Donc je me retrouve à plus pouvoir bouger les mains de mon caddie, d'avoir le regard dans le vague, de pas pouvoir commander à mes yeux
de tourner sur, enfin, un côté de bouger, quoi, tout simplement. Et là, j'essaye de trouver la clé dans cette espèce de gros labyrinthe qui non seulement est un labyrinthe, mais qui en plus bouge dans tous les sens. Et la difficulté, c'est d'essayer de ne pas paniquer, sachant que la panique va accentuer les symptômes, mais qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, si on n'est pas en plein rayon en train de gêner quelqu'un, s'il n'y a pas... Enfin voilà, c'est une situation du quotidien qui peut paraître banale et pas grave, qui répétée, est une situation qui peut être très très stressante et très dissuasive pour faire justement des choses basiques. Donc je me retrouve dans cette situation, je me rappelle avoir pris mon portable, mais est-ce que mon portable est vraiment là? Est-ce que je vais réussir à bouger la main pour pouvoir atteindre le portable? Et comme je ne peux pas bouger les yeux, je suis obligée, si j'arrive à bouger la main, de prendre le téléphone comme je le peux. J'ai une dextérité qui est complètement réduite, c'est-à-dire que ma main devient une pince, vous savez, comme les pinces pour attraper les doudous dans les foires. Et du coup, je suis en mode survie. Où est le téléphone? Il faut que je trouve le téléphone pour appeler du renfort. Mais où vais-je trouver le numéro étant donné que je n'ai pas la capacité mentale de le composer moi-même. Enfin, c'est hyper stressant. Une autre anecdote, pour moi, enfin à mes yeux beaucoup plus grave, je souffre d'hyperesthésie, c'est-à-dire que mes sens sont exacerbés, hypersensibles, et j'ai particulièrement un souci avec l'eau qui coule sur ma peau. Le contact de l'eau qui coule sur ma peau me fait très mal. Mais parfois, j'aime prendre une douche malgré tout. Ce qui me fait le moins mal, ça va être un bain ou des toilettes faites avec un gant. Là, ça va. C'est vraiment le contact de l'eau qui tombe sur ma peau qui va me faire mal. Mais je trouve ça agréable, le fait de prendre une douche en dehors de la douleur. Donc, une fois de temps en temps, je surmonte la douleur et je prends une douche. Sauf que dans la douche, c'est exactement pareil que pour n'importe quel endroit. Je crois que le savon est à gauche alors qu'en fait il est à droite. J'essaye de visualiser l'espace selon ce que je ressens et généralement c'est pas vraiment comme ça qu'il est. Donc l'anecdote, je me retrouve dans ma douche, je commence à prendre ma douche et je ne trouve pas ce que je suis censée trouver pour me laver tout simplement. Donc mon savon, mon gant, etc. Et au cours d'un mouvement, il y a mon bras qui se bloque. Et je commence à sentir tout mon corps qui bug et qui se bloque. Et à ce moment-là, je trébuche. Je me retrouve donc allongée, à moitié cassée en deux dans la douche, avec l'eau qui n'avait plus d'eau chaude et qui commence à donner de l'eau froide. À ce moment-là, la douleur était tellement violente, j'ai vraiment cru que je pouvais en mourir. La douleur était, pour ceux qui ont vu le film Titanic, qui se souviennent à peu près des témoignages qu'on avait, enfin tout simplement de ce qui s'est passé dans le Titanic et des témoignages qu'on avait sur la douleur ressentie avec l'eau gelée. Moi, c'est ça que ça me fait, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais la chair à vif, que j'avais pas de peau. Donc c'est très violent. Et je me suis retrouvée comme ça, avec l'eau qui me tombait dessus pendant... J'ai pas énormément de notion du temps, mais de ce que j'en sais, je pense que je vais dire à peu près un quart d'heure. Avec de l'eau qui me tombait dessus, une douleur abominable, et sans pouvoir bouger, parce qu'en fait, je trouvais plus la clé pour ordonner tout simplement à mes bras de bouger, de pouvoir retrouver de pouvoir revenir dans mes actions, dans mon corps, quoi, tout simplement. Une chose aussi qui va m'arriver très souvent,
Ça, c'est parce qu'en fait, ça combine deux difficultés, qui est déjà la difficulté de reconnaître, de considérer l'espace, et aussi ce sentiment d'avoir un objet dans la main qui est pas ce qu'il prétend, ou qui est peut-être pas l'objet approprié pour faire cette action-là. C'est celle de mettre la clé dans la serrure de la maison. Ça peut paraître tout bête, mais je vais vous donner encore un exemple concret. Je dois rester extrêmement concentrée depuis que je suis maman pour réussir à rentrer chez moi. Parce qu'en fait, quand j'ai mon fils dans les bras, pour peu que j'ai autre chose dans les bras et que je doive faire cette action-là, j'ai très très peur que mes membres se mettent, enfin que je commence à bloquer en fait. Parce que c'est très compliqué pour moi de mettre la clé dans la serrure et de réussir à savoir si c'est la bonne clé, même si j'en ai qu'une. Si c'est la bonne clé, la bonne serrure, si mon mari n'a pas changé les serrures pendant que j'étais pas là, donc je sais très bien qu'il ne l'a pas fait, mais l'objet que j'ai dans la main ne me paraît pas logique. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais je vais vous donner une image toute bête. Imaginez que vous avez une clé comme ça pour entrer dans une serrure comme ça. C'est pas ça qui se passe dans ma tête, mais pour moi, là, c'est pas logique. Donc j'essaye, et comme je ne comprends pas la situation, je panique d'une certaine manière. Donc je vais être maladroite, et le geste que je vais faire va répondre à ma peur. C'est-à-dire que je vais essayer de rentrer cette fichue clé dans la serrure, mais je ne vais pas y arriver. En fait, il y a quelque chose qui va m'empêcher. Comme si je faisais exprès d'adapter la situation à mon image déformée du truc. Bref. Mais c'est quelque chose qui peut être, encore une fois, très stressant. Quand vous vivez un événement comme ça de temps en temps, ça passe. Quand tous les gestes du quotidien sont incertains, déformés, vous êtes perdu, que vous devez réagir très vite pour faire une action, mais que vous ne savez plus comment la faire, parfois ça ressemble à un cauchemar. Ça ressemble franchement à un cauchemar. Mais je fais pas. J'en parlerai plus tard de pourquoi je fais cette vidéo. Sachez que je fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre. C'est pas le but du jeu. J'ai besoin d'apporter à mon entourage et aux gens en général plus de compréhension sur certains événements, et à mon entourage en particulier de la lumière sur ce que je vis tous les jours. Je pense que mes difficultés m'apportent beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps aujourd'hui de vous parler de tout ce que mon handicap m'apporte, ou si ça fera plutôt l'objet d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, les avantages que ça m'apporte, je les remplacerai pour rien au monde. Je préfère rester avec ces limitations et garder les avantages. Et donc j'aimerais pour finir vous énoncer les raisons de pourquoi j'ai tourné cette vidéo. Avant toute chose, je refuse d'avoir honte de ce que je suis, de mon fonctionnement. D'autant plus que je l'assume depuis des années, et que c'est principalement mes proches qui sont pudiques, qui sont pudiques, réservés, gênés de cette situation. Et j'ai du mal à comprendre, enfin j'ai du mal plutôt à encaisser le fait qu'on puisse avoir honte de ça. Avoir honte, pas de moi, mais de ces attitudes qui sont pas trop naturelles, que je peux avoir au quotidien. Alors oui, j'ai des réactions étranges. Oui, mes yeux peuvent bloquer dans un sens. Oui, je peux parler avec quelqu'un et avoir de la difficulté à le regarder dans les yeux, parce que mon esprit a des coupures au niveau du Wi-Fi. Je peux avoir des difficultés à comprendre quelque chose de simple pour tout le monde, et des difficultés à écouter ce qu'on me dit, à lire, à écrire, ou même à parler correctement. Il y a énormément de gens qui pensent que j'ai pas de souci d'élocution, alors que c'est un des soucis que je surmonte le plus.
encore une fois, avec plein de petites techniques pour réussir à parler de façon à peu près claire. J'ai aussi le cerveau comme une passoire, mais je suis pas une idiote. Je suis pas un monstre et je suis pas dangereuse. Si je témoigne aujourd'hui de ça avec vous, enfin devant vous, c'est parce que je sais pertinemment que personne ne le fera à ma place, personne ne me défendra jamais. Et c'est pas parce que j'ai pas d'alliés, parce que j'ai pas de gens qui m'aiment ou de gens qui se soucient de moi, c'est parce que c'est complexe à comprendre et même parfois pour celui qui le vit, c'est très compliqué pour les autres de réussir à prendre les bonnes précautions pour moi parce que même moi parfois je sais pas totalement quelles précautions prendre. J'ai attendu 27 ans pour avoir un diagnostic et de l'aide, j'en ai enfin. Mais personne pourra en parler à ma place. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui n'osent pas parler, qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas mettre des mots. En aucun cas, je ne me considère comme une porte-parole ou quoi que ce soit, mais peut-être que j'ai pu aujourd'hui mettre des mots que certains ne trouvaient pas. En tout cas, c'est quelque chose qui serait, qui serait magique, merveilleux pour moi, parce que je pense que j'aurais vraiment aimé entendre ces mots-là et ce témoignage-là quand je croyais que j'étais, je croyais encore que j'étais une bête curieuse et que j'avais un handicap imaginaire. J'ai le privilège d'avoir une voix. Alors j'en use et j'en abuse. Ils sont vraiment pas nombreux autour de moi ceux qui considèrent ce handicap. Et quant à ces autres qui font la sourde oreille, qui jouent les ignorants alors qu'ils ne le sont pas, je peux comprendre qu'on soit pas prêt, qu'on ait peur de remettre ses croyances en cause. Ça, il n'y a pas de souci, je pense que je suis une personne qui comprend, mais j'ai pas envie de cheminer avec ces gens-là. Parce que s'ils sont pas capables de faire un pas dans mon sens, ou dans le sens de tous les gens qui souffrent et qui expriment leur souffrance, qui préfèrent croire aux projections qu'ils ont, je pense que c'est pas une relation qui est intéressante et épanouissante. Sauf si la personne réussit à être ouverte à ce qu'elle ne connaît pas. Malheureusement, je connais beaucoup de gens comme ça que j'aime et que j'estime dans leur ensemble, mais avec lesquels je ne peux pas avoir de relation profonde. Et c'est la seule chose à comprendre, c'est que quand on a, par exemple comme moi, un handicap invisible, on a aussi le don de rendre aveugles les autres d'une certaine manière. Et comme dit un peu la citation, mon plus grand handicap, c'est qu'il ne se voit pas. J'ai rêvé tellement d'années, paraître un peu bizarre ce que je raconte là, mais j'ai rêvé tellement d'années d'avoir un handicap autre, d'être en fauteuil roulant, d'avoir autre chose, quelque chose qui se voit, parce que au moins la marche à suivre est d'une allée plus simple. D'une certaine manière, on est limité différemment, peut-être plus limité aussi, limité différemment, mais la marche à suivre est plus simple et les gens ne posent pas de questions. Les gens, nous n'avons pas besoin d'un CV pour demander de l'aide à quelqu'un de proche ou de moins proche. Voilà, j'ai vu tellement mes proches faire comme si il n'y avait rien,
comme si voilà, ça se voit pas, on n'en parle pas, tout devient invisible jusqu'à nier la personne en fait, jusqu'à nier ce qu'est la personne, enfin vraiment comme si on devenait invisible. Et une fois, par survie, j'ai eu aussi encore une fois ces manifestations où mon corps s'est mis à bugger. Cette fois-ci dans un train, j'ai pris un transport et j'étais en plein dans le milieu, dans le couloir avec ma valise. Et la seule façon que j'ai eu de m'en sortir, c'est de dire à haute voix: est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai un handicap. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je suis handicapée. Je suis handicapée. J'ai dû parler comme ça. Franchement, ça m'a fait mal au cul. Mais les gens n'ont pas cherché à comprendre. Un monsieur s'est déplacé. Plusieurs personnes étaient prêtes à se lever pour m'aider. Et purée, ça m'a fait du bien, quoi. C'est compliqué à comprendre parce que quelque part ça dépasse l'entendement. Même mon conjoint oublie. Dans les faits, dans les choses du quotidien, il oublie que j'ai certains privilèges, mais il y en a d'autres que j'ai pas, que j'ai moins, et que je dois me battre toute la journée pour rester debout. J'ai été une enfant, une adolescente et une adulte épuisée. Et je le suis encore. Tout ce qui me fait du bien me fait avant tout du mal. Parce que pour faire la moindre action qui va me faire plaisir, m'enrichir, me faire partager, ça me coûte un bras en termes d'énergie et de concentration. Donc c'est une existence qui est éreintante, qui est belle et riche, mais éreintante. Je suis très heureuse d'avoir enfin pu tourner cette vidéo et vous expliquer qu'est-ce que c'était que ce handicap, parce que c'est absolument normal que ce soit flou pour plein de gens. Même une fois que c'est expliqué, c'est peut-être même encore plus flou parce que ça peut paraître dingue pour certains, j'en ai complètement conscience, mais voilà, moi je crois que mon rôle c'est de dire les choses, de dire comment je le vis, comment je le ressens. Et il y a aussi, enfin, la dernière chose que je veux dire à ce sujet, c'est que l'hypocrisie par rapport à mon handicap me fait extrêmement mal. Je préfère en parler carrément, j'ai pas de tabou. Les seules choses dont je ne parlerai pas, où je ne pourrais pas parler, ou en public, ou peut-être même à certaines personnes de façon plus intime, c'est des choses qui ne concernent pas que moi. À partir du moment où ça ne concerne que moi, je n'ai aucun tabou en fait. Je n'ai honte de rien. J'accorde au témoignage une place énorme et je pense vraiment que c'est quelque chose, une démarche qui est enrichissante pour le témoin et pour celui qui écoute le témoignage. Et il me reste simplement à vous remercier d'avoir écouté ma vidéo en entier parce que j'ai conscience qu'elle était très longue et peut-être complexe à comprendre. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et si c'est le cas, de vous être ouvert, d'avoir ouvert votre esprit à un sujet que vous connaissiez peut-être pas et d'avoir joué le jeu de l'empathie pour peut-être vous mettre à ma place. Merci pour ce très beau cadeau et à bientôt.